personnalités nationales et étrangères aux côtés de la famille présidentielle pour un dernier hommage à Bilal Charles Kaboré. Il a été inhumé ce 3 novembre à Tuiré, son village natal. Dans quelques instants, nous y serons pour vous faire vivre des moments de compassion et d'émotion. L'actualité étrangère nous conduira d'abord en Côte d'Ivoire où le lendemain de l'élection présidentielle semble incertain alors que le président sortant est déclaré vainqueur. L'opposition annonce la création d'un conseil national de transition présidé par Henri Konan Bédié. Et puis aux États-Unis, c'est le jour J, après des mois de campagne pour l'élection présidentielle. Plus de 250 millions d'Américains devront départager Donald Trump et Joe Biden. Les premiers résultats sont attendus à minuit heure GMT. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, nous prenons la direction de Tuiré dans le Ganzourgou, localité d'origine de Bilal Charles Kaboré. Décédé le 27 octobre dernier, il repose désormais dans son village natal. L'inhumation du père du président du Faso a connu la présence d'imminentes personnalités nationales et étrangères. Des moments d'hommage et d'émotion que nous relatent Urbain Benito Somé et Ernest Akambiri. Une dernière messe à la chapelle Notre-Dame de Lourdes de Tuiré pour le repos de l'âme de Bilal Charles Kaboré. Des instants de prière qui permettent ici au président du Faso, à son épouse et à ses proches de s'incliner pour une dernière fois sur la dépouille de leur défunt père dans ce sanctuaire où est né l'illustre disparu. Des moments de recueillement et de souvenirs chargés d'émotions. Puis l'absou, le rite du dernier adieu. Et pour accomplir ce dernier acte, l'archevêque de Bamako, Jean Gerbeau, qui a fait le déplacement de Tuiré aux côtés des évêques du Burkina et de la famille. Dans la foulée, l'hommage de la nation burkinabé devant le président du Faso et les personnalités invitées. Puis interviennent ces pas de danse au son de la musique du terroir Samo. Des instants de parenté à plaisanterie Samo aussi, comme pour dire que le soleil s'est couché sur une vie bien remplie. Et pour accompagner le père du président du Faso à sa dernière demeure, les Burkinabés de tous bords, de toute confession religieuse, et les amis du Burkina. C'est un homme de grande valeur. Pour nous qui avons vécu un peu à côté de lui, on ne peut pas l'oublier. C'est dommage qu'il soit parti. Mais je me dis, il faut bien qu'on s'en aille un de ces jours. Mais que ceux qui ont profité de son expérience et de sa vie puissent perpétuer sa mémoire. Le vice-gouverneur Kaboré fut un grand homme. Tous les témoignages que vous avez écoutés l'ont attesté. C'était un grand monsieur qui a fait, vraiment, qui a renforcé l'union, notre union. Et je parle de l'union monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Il a contribué à transférer le siège de Paris à Dakar au Sénégal. Il a procédé à l'africanisation des cadres de la banque. Nous gardons de lui le souvenir d'un père aimant qui nous donnait de sages conseils et en même temps qui donnait par l'exemple de probité morale, intellectuelle. Par son exemple, il nous enseignait. Et nous retenons de lui quelqu'un qui est intègre, qui a le sens élevé de l'État et qui est toujours enclin d'amener les uns et les autres à épouser ce qui est juste. Un être cher de cette valeur-là, quand on le perd, on a vraiment des choses. On a besoin de l'entourage et du soutien des amis, des frères et de tous ceux qui l'ont connu. Décédé le 27 octobre dernier dans sa 90e année, c'est ici au cimetière de Tuiré, aux côtés de son épouse Anthony, que repose désormais Bilal Charles Kaboré, le père du président du Faso.
L'actualité au Burkina Faso, c'est également la campagne électorale. Vous l'avez certainement constaté, comme à chaque scrutin, des effigies des candidats sont affichées un peu partout. Et pourtant, cette pratique est en violation de la loi au Burkina Faso. Ce soir, nous vous proposons un constat dans la ville de Ouagadougou et c'est un constat signé Bernard Kombelem et Issa Kanana. Élection présidentielle et législative du 22 novembre, la campagne bat son plein. Dans la capitale burkinabé, chaque parti politique y va de sa stratégie pour se faire connaître de son électorat. Et à ce jeu, tous les supports sont utilisés. Ici à l'échangeur de l'Est, c'est toutes les parois de l'édifice qui servent de panneaux d'affichage pour les candidats. Je crois que c'est la nuit du 31, le lendemain le 1er, que nous, on s'est levé le matin, on a vu qu'ils sont affichés partout. Bon, mais comme on ne sait pas quels sont ces gens-là qui sont venus coller, bon, nous on les regarde. Amertume, c'est aussi le sentiment de Salif Yamogo, lui, qui un petit matin constate les effigies des candidats collées le long du mur du musée national. On n'a pas vu les personnes qui sont venues coller ça là, puisque, bon, vers les 22h, nous on était toujours là. C'est après, quand on est parti à la maison, bon, ils sont venus coller ça. Bon, je crois que c'est vers les 23h, ils sont venus coller ça. Des comportements inciviques, source d'insécurité routière, selon ces riverains. Ils appellent par conséquent candidats et militants à la responsabilité. Il y a une usager qui essaie vers les 12h là, qui montait sur l'échangeur. Bon, il y a une des affiches là qui a enlevé et frappé sur son visage. Elle a failli tomber. Mais heureusement qu'elle a pu maîtriser sa moto, elle a pu tenir et puis partir. C'est vilain à voir. Même si les étrangers rentrent, ils voient ça. Et puis ils voient ça. Bon, moi je trouve que c'est pas tellement logique. Parce que bon, ça fait salir le pays. Ils pouvaient continuer à faire ça comme d'habitude. Les affiches sur les voitures, en même temps en faisant la musique pour pouvoir faire comprendre aux gens que c'est la campagne qu'ils font. Moi je pense que cela ça vaut mieux quoi. Les faits tricolores, les arbres, les ronds-points ou même le box de la police nationale, tout est pris d'assaut, foulant ainsi au pied la réglementation des affiches publicitaires au Burkina Faso. C'est vrai que ce sont des affiches pour faire des campagnes, pour qu'on puisse connaître les candidats, mais ce n'est pas normal qu'on colle ça sur des lieux publics comme ça. Voilà. Ce n'est pas normal. Je leur demande de ne plus faire ça puisque c'est interdit. Je peux dire que la mairie n'est pas fait son travail. Parce que si c'est interdit, vous devrez sortir, la mairie doit sortir, faire une vérification sur ça et puis interdire aux gens de ne plus afficher sur les murs. Selon l'arrêté 2020-156 portant réglementation de la publicité dans la commune de Ouagadougou, est strictement interdit la position d'affiches ou de banderoles sur les zones réservées à l'administration publique, les immeubles présentant un caractère esthétique, les faits tricolores, les panneaux de signalisation, les murs des établissements scolaires, des cimetières ou encore des monuments. Et tout contrevenant à cette loi est passible de sanctions prévues par les textes en vigueur. Et toujours en rapport avec la campagne électorale, nous nous intéressons ce soir à l'ambiance qui prévaut à Ouagadougou dans le nord. On apprend que la campagne connaît un début assez timide dans cette partie du Burkina Faso. Et malgré ce constat timide, les électeurs ont des attentes bien précises vis-à-vis des candidats aux élections du 22 novembre prochain. Nous le suivons dans ce reportage de Paul-David Bambara et Sébastien Zongo. Dans la cité de Nabakango, seules des affiches sur des murs et autres surfaces, comme ici au marché central de Ouagadougou, sont les signes visibles de ce début de campagne. Il n'y a pas une grande foule comme les années précédentes et nous tous nous ne sommes pas sans ignorer cette cause-là parce qu'il y a une question d'insécurité qui est là, qui fait qu'il y a une grande cause qui est là. Et les gens n'ont pas la tête à ça. Ce qu'on voit seulement, c'est des véhicules qui passent, qui montrent que c'est un tel qui a passé, c'est fini. On n'a rien vu. À part ça, c'est des musiques seulement. Ce qu'on voulait demander seulement, si on pouvait au moins mobiliser les gens plus que ça, causer avec les gens, savoir les vrais problèmes. Au titre de ces préoccupations, un meilleur accès à l'eau potable et le rétablissement de la sécurité sont quelques vœux adressés aux candidats aux élections présidentielles et législatives de novembre prochain.
Ce qui nous préoccupe le plus, c'est le problème d'insécurité. Nous souhaitons la paix et la sécurité pendant la campagne, le jour du vote et après. Ce qu'on demande en tout cas, ils n'ont qu'à essayer, tout ce qu'ils vont parler là, ils n'ont qu'à respecter. Parce que chaque fois on voit qu'ils vont faire, mais ça ne se fait pas. Tout ce qu'ils vont parler devant les gens, ils n'ont qu'à essayer de respecter ça. C'est ce qu'on demande. En plus des 13 candidats à l'élection du président du Faso, 42 partis et formations politiques sont en compétition pour 4 sièges de députés dans la province du Yatenga. La prise en compte de la protection de l'environnement est souhaitée pendant cette campagne électorale. Ce vœu est émis par des associations de la société civile intervenant dans le domaine de l'environnement. Pour elles, il faut faire de la campagne électorale une école écologique. Les OSC concernés se sont expliqués devant la presse le week-end dernier à Fada. Le point avec Amidou Lankwande et Aruna Mari. C'est une conférence de presse pour interpeller les acteurs politiques sur la prise en compte des questions environnementales. Les organisations environnementales de l'Est veulent promouvoir l'éco-citoyenneté chez les acteurs politiques en cette période de campagne. Pour ces organisations, les effets des changements climatiques sont de plus en plus dévastateurs. Cette année encore, plus précisément le 9 septembre 2020, l'État du Burkina a déclaré l'état de catastrophe naturelle au regard des inondations et des dégâts matériels et humains importants enregistrés. Ce sont indiscutablement les effets du changement climatique, de la désertification et de la perte écologique qui sont à l'origine de tous ces équilibres naturels. Cette coalition d'organisations environnementales soutient avoir convié plus d'une quarantaine de partis politiques afin de solliciter leur engagement à l'adhésion de leur projet de promotion d'éco-citoyenneté. Aucun parti politique n'a répondu à l'invitation, s'indigne la coalition. La conscience écologique doit s'imposer et cette campagne doit être surtout écologique. C'est pourquoi la coalition des organisations environnementales dans la région de l'Est, dans la dynamique des initiatives nationales en cours, a envisagé de faire de ces élections de 2020 une école écologique pour les candidats et partis politiques afin qu'ils déclinent clairement leur vision écologique, mais aussi qu'ils soient des éco-citoyens. Les organisations environnementales de l'Est comptent maintenir une veille citoyenne durant la campagne, question d'inciter les partis politiques dans la protection et la sauvegarde de l'environnement. Autre point de l'actualité, et nous parlons à présent de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. C'est une lutte pour laquelle les chefs d'État et de gouvernement africains se sont engagés à travers la promotion des énergies renouvelables. Et dans le cadre de cet engagement, il est lancé le projet sur la participation de la société civile à la promotion des énergies renouvelables. Ce projet qui couvre 5 pays de la sous-région a été lancé à Bobo Dioulasso, Hassan Gourabou et Ali Traoré. Comment accélérer et augmenter la domestication du potentiel des énergies renouvelables en Afrique? La solution est toute trouvée avec le PASCOP AREI, participation de la société civile des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest au pilotage de l'initiative pour les énergies renouvelables en Afrique. Un projet lancé ici officiellement en marge de la Journée mondiale de l'énergie. Nous avons été amenés en collaboration avec d'autres acteurs à concevoir ce projet pour promouvoir donc les énergies renouvelables à travers les plaidoyers auprès de des pouvoirs publics pour qu'ils puissent effectivement matérialiser cette initiative dans les pays. Cette initiative d'environ donc s'intégrer dans l'orientation politique donnée par le gouvernement de Burkina Faso, qui a de mettre en place donc un cluster solaire donc qui vise à regrouper l'ensemble donc des initiatives pour le développement donc du secteur de l'énergie et notamment donc des énergies renouvelables. Le PASCOP AREI est mis en œuvre par le Centre d'études et d'expérimentation économique et sociale de l'Afrique de l'Ouest, Association internationale CESAO AI, en partenariat avec 2 ONG kenyanes et allemandes. Il couvre le Bénin, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Burkina Faso.
Des acteurs de la société civile s'engagent, se mobilisent, s'organisent pour assurer la veille. Le deuxième résultat, c'est qu'on ait une dynamique au niveau d'ensemble, comme je disais, que le secteur privé puisse jouer son rôle, que la recherche puisse jouer son rôle, donc il puisse avoir un engagement aussi de ces autres types d'acteurs non étatiques qui ont un rôle à jouer pour qu'une réelle transition énergétique soit visible, matérialisée dans ces pays-là. Démarré le 1er juin 2020 pour prendre fin le 31 décembre 2022, le PASCOP AREI bénéficie de l'accompagnement financier de 1,30 milliard de francs CFA de la part de l'ONG Misereor. Dans l'actualité également, des communes frontalières du Burkina Faso et du Mali bénéficient d'un projet visant à promouvoir l'intégration et le développement socio-économique. Ce projet lancé depuis novembre 2019 a aidé un coût d'environ 1 milliard de francs CFA et est porté par la Fondation Patripa. Après un an de mise en œuvre, les acteurs concernés se sont retrouvés à Dédougou pour une rencontre de redevabilité. Yves Rwamba, Karim Ouedraogo et Edouard Ouedraogo. 60 bâtiments socio-économiques en voûte nubienne prévus pour être construits. Plus de 120 jeunes formés sur les techniques de construction de ces bâtiments communautaires. Des leaders communautaires, des jeunes et des femmes formés sur la gestion des conflits et le civisme. Tout cela à 12 mois de la mise en œuvre du projet Patrip, lancé en novembre 2019. Réunis ici à Dédougou, la Fondation Patrip et les représentants des communes bénéficiaires dressent un bilan à mi-parcours. Il faut dire que le projet Patrip se déroule très bien. Bien que nous avions été confrontés à la maladie à coronavirus, voilà, qui a un peu ralenti les activités, mais les activités se déroulent bien. Nous avons des activités de cash forward quand même parce que nous avons des bénéficiaires qui sont assez vulnérables. Donc l'occasion pour nous vraiment de soutenir ces personnes vulnérables-là. Les autorités des communes bénéficiaires constatent déjà les retombées socio-économiques du projet Patrip sur le terrain et appellent les populations à y adhérer. On parle de cohésion sociale, donc c'est un aspect très important. Le brassage c'est tous les jours, les coutumes c'est tous les jours, les mariages c'est tous les jours. Et ce projet, avec ses activités de promotion sociale, le dialogue social, apporte les populations en confiance. Et si bien que aujourd'hui nous pouvons dire que à travers les communes d'intervention de ce projet, les populations vivent en harmonie. Financé par la Fondation Patrip et ses partenaires à hauteur de 983 millions de francs CFA, le projet va durer 20 mois. Il intervient dans les communes de Faramana, Gibasso, Doumbala, Sami et Tassila au Burkina Faso et celles de Benena, Mahou, Boura, Koula et Mandiakoui au Mali. Être des modèles en matière de civisme et de citoyenneté, c'est l'engagement pris par les élèves de Banfora au nom de tous les élèves du Burkina Faso. Et c'est à l'occasion de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté, un événement qui est à sa 5e édition. Cette année, la réflexion est menée sur le rôle des élèves et des acteurs de l'éducation dans la promotion du patriotisme et de la cohésion sociale. Drissa Traoré, Kadouro Menaki. Des sketchs de sensibilisation sur le civisme et le patriotisme. Des récitals et poèmes avec à la clé des engagements pris par les élèves pour l'adoption de comportements responsables. Voilà un avant-goût des activités au menu de la 5e édition de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté. Une semaine instituée avec comme leitmotiv la lutte contre l'incivisme et la violence en milieu scolaire. Et ici à Banfora, le message est reçu 5 sur 5. Nous, élèves de la région des Cascades, prenons l'engagement solennel d'être des jeunes citoyens burkinabés exemplaires dans nos milieux de vie respectifs, en respectant le bien public et les symboles de l'État, en étant porteurs de valeurs jadis reconnues au Burkinabé, l'intégrité, l'ardeur au travail, le courage et la persévérance. Une prise de conscience scolaire et collective qui satisfait plus d'un. Nous avons 5 millions d'élèves dans notre pays, donc c'est le quart de la population. Et si nous avons à impacter sur le plan de la discipline, sur le plan du civisme, sur le plan de la solidarité, sur le plan de la citoyenneté, ces 5 millions, ça va rejaillir sur toute la population. Et c'est pour cela que chaque année, nous dédions une semaine
à ce travail, mais qui est un travail permanent et qui doit se dérouler chaque fois. Je les invite à cultiver davantage ces valeurs qui sont vraiment essentielles pour nous. Nous devons travailler à les préserver et en tout cas à les transmettre de génération en génération pour un meilleur vivre ensemble dans le pays. Patriotisme et cohésion sociale dans le contexte de crise sécuritaire, sanitaire et sociale. Rôle et responsabilité des acteurs et des partenaires de l'éducation, c'est le thème retenu pour l'édition 2020 de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté. Ici, dans la capitale, la communauté musulmane souhaite la réouverture de la mosquée de Kilwé. Ce lieu de prière est fermé depuis février dernier par décret ministériel. Une fermeture qui fait suite à une mésentente entre des fidèles musulmans, des fidèles qui disent être désormais en parfaite harmonie et veulent retrouver leur lieu de prière. Adama Giti et Isaka Nana. Les fidèles musulmans de Kilwé demandent la réouverture de leur mosquée le vendredi. Une mosquée fermée par décret en février dernier suite à une mésentente entre les fidèles de ce quartier de Ouagadougou. Et depuis lors, El-A Salifou Gira et ses camarades disent ne plus avoir de lieu de culte pour prier Allah. On est là dans un grand quartier comme ça et puis il n'y a pas un lieu de culte. Nous pensons que s'il n'y a pas un lieu de culte pour exercer votre foi, c'est vraiment difficile. Là où nous sommes, il n'y a pas de divergence ici. Nous pensons que tout le monde est d'accord qu'il y ait l'ouverture de la mosquée pour que nous puissions exercer notre foi. Mais notre seul problème, c'est l'arrêté ministériel qui vient de sceller. Ces fidèles musulmans de Kilwé disent être ouverts au dialogue. Ils appellent par ailleurs la Fédération des associations islamiques du Burkina à s'impliquer dans la résolution de cette crise. Appelle notamment à la fédération pour qu'il y ait une approche. Nous savons qu'ils sont au courant pour voir toutes les tendances religieuses sont acceptées ici. Il faut approcher pour résoudre le problème. Quoi qu'on dise, c'est eux les guides, ils doivent résoudre le problème. Si nous ici, s'il y a des paroles de divergence qui sont sorties ici, c'est là, nous pensons que si nos guides nous approchent, le problème sera résolu. Pour rappel, la mosquée Nouridine de Kilwé a été fermée en février 2020 par les autorités provinciales du Kadjogo pour troubles à l'ordre public. Le vœu de tous ces fidèles est de voir leur lieu de culte rouvrir afin qu'ils puissent adorer Dieu dans l'entente et l'union, selon El-Hajj Salifou Gira. Actualité dans le secteur de la santé, une nouvelle structure ouvre ses portes dans la capitale burkinabé. Il s'agit du centre médical Sœur-Fille dont l'inauguration est intervenue le 31 octobre dernier. De la gynécologie à la cardiologie en passant par des services de laboratoire, ce nouveau centre de santé offre des prestations dans plusieurs spécialités. On en sait plus avec Césaire Carrefour et Mounira Keri. Le CSPS Jules Vénin-Fille de Saint-Camille devient ainsi Centre médical Sœur-Fille de Saint-Camille. Il dispose maintenant d'un laboratoire d'analyse biomédicale, d'une pédiatrie, d'un service de neurologie, de gynécologie et de cardiologie. Le Centre médical Sœur-Fille de Saint-Camille est au service des malades sans distinction de race et de religion. En même temps, nous remercions parce que déjà nous avons du personnel qui vient du ministère de la Santé. Alors qu'ils puissent nous appuyer de plus avec le personnel. Parce que ce n'est pas simple. Comme on est en train de réorganiser, on veut recruter des personnels de qualité et aussi aider ceux qui étaient ici dès le début. Avec cette structure, l'hôpital Saint-Camille, l'hôpital Saint-Paul, l'Église apporte et apportera quelque chose à notre population. Le centre est construit sur une superficie de 2,5 hectares. Il comporte 30 lits extensibles en 60 et emploie une soixantaine d'agents de santé. C'est à des prix quand même étudiés pour permettre aux plus désœuvrés de pouvoir quand même y avoir accès. Donc le ministère accompagne déjà parce qu'il y a du personnel de santé qui est là. Ils ont émis un certain nombre de doléances qui seront transmises à qui de droit. Les travaux d'amélioration du centre se poursuivent et les responsables souhaitent l'accompagnement de toute bonne volonté. 50 ans de vie presbytérale et 25 ans de vie d'évêque bien mérité. C'est une grâce pour Monseigneur Séraphin François Rwamba qui a passé sa vie pastorale à Koupela dans le Kouritenga. La messe d'action de grâce a été célébrée en présence de nombreux fidèles et des premiers responsables de l'église catholique. Ambiance et réaction dans ce reportage de Hassan Gebre, Konsun Koulibaly et Tanga Kafando.
L'Église catholique rend hommage à Monseigneur Séraphin François Ramba à travers la célébration de son jubilé d'or presbytéral et son jubilé d'argent sacerdotal et épiscopal ici à Coupéla. La commémoration de cette fête a été l'occasion de présenter les actions de ce serviteur de Dieu, une référence pour les jeunes prêtres. Aider le peuple à se sanctifier, d'abord à être instruit de la parole de Dieu, à se sanctifier et pouvoir diriger fermement le peuple de Dieu. On ne peut pas laisser n'importe qui faire ce qu'il veut. Il faut être ferme et demander au Seigneur la force et la joie de l'annoncer toujours. Pour le cardinal Philippe Ouédraogo, ces moments constituent un temps d'amnistie générale pour les prêtres et un temps d'action de grâce. Tout jubilé n'est rien d'autre qu'une action de grâce. Donc nous sommes venus dire merci au Seigneur qui est l'auteur de toute grâce. Ils ont été ce qu'ils ont été grâce au Seigneur. Et à lui la gloire, la puissance et la bénédiction. Donc nous sommes venus ensemble dire merci au Seigneur, rendre grâce au Seigneur avec le jubilaire et prier aussi pour eux, pour qu'ils puissent parachever ce que le Seigneur leur a donné, de vivre comme pasteur au sein de l'Église. Né en 1942, Monseigneur Séraphin François Ramba est admis à la retraite et la célébration de ce jubilé dans cette église où il a passé près de 25 ans de vie pastorale a été un moment d'une grande explosion de joie pour les fidèles catholiques. Retour ici dans la capitale pour voir l'ambiance de la journée culturelle au quartier Bassenco. C'est un événement initié par l'association Voisins Solidaires des cités de Bassenco. Les habitants ont passé des moments de partage et de communion à travers plusieurs activités au programme. Des détails avec Bernard Kombelem et Draman Guéni. C'est la fête à Bassenco. Un marché en plein air, de l'animation à ciel ouvert. Et du football pour couronner. Nous sommes aux 48 heures de l'association Voisins Solidaires des cités de Bassenco, première édition. L'idée qui a prévalu pour cette activité, c'est la cohésion entre les membres de l'AVSB et les membres voisins, et la cohésion sociale, la solidarité entre voisins et un mieux vivre ensemble. Nous avons fait des jeux divers, du sport, le maracana, le jeu féminin. Vraiment, beaucoup d'activités étaient à l'ordre du jour. 48 heures de l'AVSB, parrainé par Bachir Ismaël Ouédraogo, ministre de l'Énergie, ici représenté. De l'énergie, il en faut à Bassenco, une bonne partie de la cité est encore dans le noir. L'AVSB expose la situation, le parrain s'engage. Des initiatives donc ont été engagées avec la Sonavel et nous avons déjà donc commencé les travaux de l'électrification donc d'une partie de la cité, et je puisse vous rassurer que le programme quinquennal qui viendra, donc toute la cité donc de Bassenco sera électrifiée. À l'occasion, l'association Voisins Solidaires des cités de Bassenco fait donc de vivres et de matériel divers aux déplacés internes pour coller avec le thème « La solidarité est notre force ». Actualité à l'étranger avec tout d'abord la Côte d'Ivoire où Alassane Ouattara est réélu président avec un score de plus de 94%. L'annonce est faite par la commission électorale indépendante. Et pendant ce temps, l'opposition qui avait appelé à un boycott de l'élection annonce la création d'un conseil national de transition présidé par Henri Konan Bédié. Ont obtenu. Le président Alassane Ouattara est réélu pour un troisième mandat en Côte d'Ivoire. Il remporte plus de 94% des voix, a annoncé Ibrahim Koulibaly Kuibert, chef de la commission électorale ivoirienne. Ces résultats doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel. Lundi, l'opposition ivoirienne, qui a boycotté le scrutin, a annoncé la formation d'un gouvernement de transition en signe de protestation contre la candidature d'Ado pour ce troisième mandat contesté. Une annonce qui n'a pour le moment pas suscité de réaction de la part du gouvernement. Ancien économiste du Fonds monétaire international, Alassane Ouattara est félicité par ses partisans pour avoir apporté des projets d'infrastructure et de croissance économique après une décennie d'instabilité dans le pays. Mais son troisième mandat a déclenché la colère de nombreux citoyens et ravivé les souvenirs des querelles ivoiriennes passées dont les racines remontent avant même la guerre civile de 2002.
Et en complément à cette situation en Côte d'Ivoire, on apprend ce soir que le gouvernement a saisi la justice suite au mouvement de désobéissance civile lancé par l'opposition et la création du Conseil national de transition. La police est déployée devant les domiciles de plusieurs leaders de l'opposition ivoirienne. Aux États-Unis, ce 3 novembre était un jour de vote. Près de 250 millions d'Américains choisissent entre le président sortant Donald Trump et le démocrate Joe Biden pour occuper la Maison-Blanche durant les 4 prochaines années. C'est le jour J aux États-Unis, après de longs mois de campagne intense et plus clivante que jamais. Les premiers bureaux de vote ont ouvert à 6h heure locale ce mardi sur la côte est du pays. Près de 250 millions d'Américains sont appelés aux urnes pour choisir leur président, mais environ 100 millions ont déjà voté par anticipation, notamment par correspondance, du jamais vu. Données clés du scrutin, ces bulletins seront dépouillés à la fermeture des bureaux de vote. Après avoir enchaîné les meetings à une vitesse folle ces derniers jours, Donald Trump est rentré à la Maison-Blanche ce mardi, accueilli par des supporters. Toujours en retard dans les sondages, il a appelé sur Twitter les électeurs américains à voter. Même message de la part du candidat démocrate Joe Biden, crédité d'une confortable avance de près de 7 points à l'échelle nationale selon les derniers sondages. Mais comme l'a prouvé la défaite d'Hillary Clinton en 2016, une surprise est loin d'être exclue, d'autant que l'écart entre les deux candidats est plus serré dans les swing states, ces états clés déterminants pour la victoire. Les premiers résultats de l'élection devraient être connus à 1h du matin, heure française, avec la fermeture des bureaux de vote en Géorgie, mais il faudra encore plusieurs heures pour dépouiller tous les bulletins de vote, alors que la participation s'annonce historique. Et puis, les Africains vivant aux États-Unis suivent de très près le déroulement de cette élection. Certains qui ont le droit de voter ont pris d'assaut les bureaux de vote ce mardi. Pour plus de précision, nous retrouvons notre correspondant Daouda Emile Ouedraogo. Alors j'ai à côté de moi Salimata Traoré qui est chargée de l'orientation des votants ici aux États-Unis. Elle est burkinabé d'origine et elle a la nationalité américaine. Quelles sont les attentes des Africains, même si on constate que l'Afrique n'est pas très en vue dans le programme des candidats? Qu'est-ce que les Africains peuvent peut-être envisager face à cette, peut-être attendre face à cette élection selon vous? Ce que je remarque aussi, beaucoup d'Africains se sont décidés à voter cette session-là. Nous avons commencé à travailler depuis 5h du matin et dès 6h déjà, le rang, il y avait du monde. Les urnes vont fermer à 21h heure locale. Les résultats sont attendus pour toute la nuit et peut-être au réveil demain matin, nous saurons qui est le nouveau président des États-Unis. Voilà qui met fin à ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. L'édition spéciale sur la campagne électorale, c'est à suivre à 22h dans une présentation de Draman Datia. Merci de votre fidélité à la RTV.